J'entends souvent ce débat, est-ce qu'il faut faire du REST ou du GraphQL? Alors, en vérité, ça dépend de pas mal de choses, mais c'est deux solutions qui vont pouvoir être extrêmement utiles selon certains cas, et certains cas où bien sûr on peut utiliser les deux. D'ici la fin, j'ai une petite surprise aussi pour vous, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires, mais déjà, qu'est-ce que c'est que REST, qu'est-ce que c'est que GraphQL? Donc REST, c'est donc une norme qui permet de faire des appels API. Très simple, c'est vraiment un des plus simples et les plus utilisés pour faire du CRUD. Donc create, read, update and delete. On oublie souvent le patch, et pourtant le patch, c'est peut-être l'un des meilleurs. Mais bon. Et le GraphQL permet de faire ce genre de requête qui permet de dire je veux spécifiquement cette donnée, cette sous-donnée, cette sous-propriété, etc. De pouvoir ici filtrer par exemple, mais on peut aussi demander des tris, etc. Bref, demander très précisément ce qu'on souhaite et pouvoir rassembler toutes les requêtes en une seule. Ce qui a été souvent été vendu pour faire du mobile, mais on va voir. Donc je vous ai listé quelques avantages et inconvénients. Donc reste, c'est extrêmement simple. On a énormément d'outils très simplistes pour le faire. Donc vraiment, voilà, si vous avez un besoin qui est simple, vous posez pas de questions. Du reste, ça marche très très bien. C'est flexible parce que vous pouvez envoyer du JSON, du XML, du CSV, du texte. Vraiment, vous avez tous les formats possibles. Vous pouvez même envoyer du brut, hein. Vous pouvez envoyer des flux vidéo, enfin des flux vidéo. Vous pouvez envoyer des fichiers vidéo, par exemple. Les flux, on va peut-être passer par d'autres choses. C'est du stateless. Alors, chaque requête est indépendante. C'est ce que ça veut dire stateless. Stateless, c'est qu'on ne retient pas d'état entre les deux. Quand vous faites l'appel suivant, il n'y a pas eu d'élément qui va impacter l'appel d'après. En vrai, on va quand même retenir quelques états, genre les logs, etc. Mais ce n'est pas des états qui sont liés à l'API, donc liés à l'exécution. Et le catching, donc le fait de pouvoir facilement mettre en cache les éléments. On maîtrise tous les éléments d'entrée, c'est-à-dire on sait qui a appelé. Par exemple, on va mettre du cache par utilisateur. Si un utilisateur appelle la même chose, on va pouvoir lui renvoyer la même chose la fois d'après. Bien sûr, on a de l'invalidation de cache si lui-même a fait des mises à jour, mais comme on maîtrise la base de données, enfin on maîtrise l'API, s'il vient faire une mise à jour, on peut invalider le cache de la lecture derrière. Pour les inconvénients, j'en parlais très rapidement, le problème en graphe, c'est que il peut y avoir beaucoup trop de données. Quand on va demander les données précises d'un élément, on va tout recevoir. Ce qui peut être très très lourd et totalement inutile. Donc pour ça, il n'y a pas de voilà, y a pas de solution. Enfin, si, il y a plein de solutions en réalité. On a énormément donc voilà, de multiples requêtes parce que je veux récupérer les données du user, mais je veux récupérer, je ne sais pas, par exemple, si je reprends la query qui est là-haut pour GraphQL, je veux récupérer tous les posts qu'il a écrits, je veux récupérer tous les commentaires de tous les posts. Ça me fait énormément de requêtes parce qu'il va me falloir pratiquement autant d'appels de poste qu'il en a posté, autant d'appels de commentaires que de commentaires. On peut les lister, on peut les filtrer, on pourrait le faire en 3 appels potentiellement, mais il faut pour ça avoir traité tous les ID pour les demander spécifiquement ou filtrer sur l'user ID selon les recherches exactes. Bref, ça demande un peu de logique, ça demande un peu de travail, ça demande beaucoup de requêtes réseau, ce qui peut être un peu chiant. Et l'évolutivité, ce que j'aime bien d'ailleurs, l'immigration peut nécessiter des changements dans le client. En fait, si on est obligé en REST, si on a une API qui est publique, de faire de la rétrocompatibilité. Ce que ça veut dire, c'est que si je ne peux plus supprimer une donnée, si la donnée a été mise dans l'API, si je la supprime et qu'un client l'appelle, ça crache. Donc je ne peux plus l'enlever, je suis obligé de déprécier les choses, de préciser que ça va disparaître, bref, et de faire une version V2, une autre API à côté, pour qu'il puisse appeler la V2 le temps que l'API V1 n'ait plus d'appel. C'est très très long, c'est très très chiant. Le côté du rétrocompatibilité, c'est génial d'un point de vue, justement, les personnes peuvent appeler et n'ont plus besoin de faire des développements. Là, il faut que tous les clients qui appellent évoluent leurs appels avant qu'on puisse supprimer une donnée. Donc ça fait un frein énorme. Si c'est vous qui maîtrisez vous-même, c'est pas forcément un problème, bien que le cache client peut provoquer des problèmes. Donc des personnes qui ont encore votre code un mois plus tard peut provoquer. On a des anti-cache, hein, bien sûr, heureusement, mais on peut aussi les esquiver. Donc il y a des cas particuliers des fois, et donc c'est vraiment des remontées un petit peu enquiquinantes à gérer. Le GraphQL, flexibilité des requêtes. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut faire
plein de choses dans les requêtes. Vraiment, on peut. Alors, il y a juste les requêtes de lecture et les requêtes d'écriture. C'est les deux types de requêtes différentes. On va avoir un troisième type qui va être des souscriptions. On peut souscrire, et ça c'est un élément qui est génial. On peut souscrire à une donnée. Typiquement, je veux recevoir les appels quand un post arrive de tel auteur. Eh ben, je reçois directement à chaque fois qu'il y a une mise à jour, tac, il a envoyé un truc, je vais recevoir l'appel sans que j'ai à faire ce qu'on appelle du pooling. Donc le pooling, c'est le fait d'appeler constamment, constamment, constamment. Là, je suis en passif et je reçois. Génial. Euh, c'est une des grosses forces du GraphQL, en plus du fait que tout ce qui est lecture va être ordonnancé. Ordonnancé. On va pouvoir traiter des requêtes de ce genre-là, où on va pouvoir tout demander simultanément en filtrant et en étant très précis sur la demande. Ce qui veut dire qu'on peut faire une requête précise pour chacun de nos composants. Idéalement, faire une requête par page, c'est l'idéal, c'est rarement ce qu'on fait dans les faits. Dans les faits, on va souvent faire une ou deux requêtes malgré tout. Nos composants étant indépendants, c'est compliqué de mutualiser, sinon on retombe dans les problèmes du reste et on demande tout dans le doute. Beaucoup moins de requêtes, donc ça c'est justement ce que je disais, c'est qu'on va les rassembler toutes d'un coup et on peut avoir plusieurs ressources imbriquées les unes dans les autres ou indépendantes. On peut avoir plusieurs requêtes indépendantes dans la même requête. C'est assez génial. Mais pour le coup, ça fait par contre une. Enfin, on va voir dans les inconvénients. L'évolutivité, pour le coup, c'est relativement facile d'impacter, parce qu'en fait, s'il y a une donnée en trop, on peut choisir comment on gère les choses. Est-ce qu'on renvoie une erreur au client? Est-ce qu'on renvoie une donnée vide parce qu'elle a été dépréciée, par exemple? Est-ce qu'on envoie une copie de la nouvelle? Ce qui est possible aussi. On peut vraiment gérer ce qu'on veut assez finement. Les inconvénients, c'est que ça peut devenir vachement plus complexe. Alors, je suis un petit peu compliqué, un peu vache, mais typiquement, c'est quand même une requête qui est relativement simple là. Et pourtant, elle est beaucoup plus compliquée qu'une requête où on a appelé un post sur une URL simplement. Donc, il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre que ici, là, on va avoir un filtre. Faut comprendre comment faire du tri, comment faire des choses comme ça. On a beaucoup, beaucoup de choses. Côté des mutations, donc les mutations, c'est non pas les queries, ça va être les requêtes de lecture. Les mutations, ça va être les requêtes de modification. Une requête de modification est très similaire à du reste. Donc j'en parlerai même pas. C'est vraiment quasiment la même chose, à ceci près qu'on peut faire une query en sortie pour ne demander que des éléments dont on souhaite, ou ne rien demander, c'est possible aussi, bien sûr. Le cache est plus difficile à mettre en cache. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de données et il faudrait, dans le cache, mettre tous les filtres, tous les tris qui sont demandés ainsi que l'utilisateur. Donc ça demande des clés de cache beaucoup plus longues et qu'il faut extraire pour réussir à tous les extraire une par une. Et surtout les ordonnancer comme il faut pour que deux requêtes relativement similaires puissent être différenciées, ce qui rajoute un peu de complexité. Sur les performances, forcément, vu qu'on fait plus d'enquêtes côté back-end, côté du serveur, on peut avoir plus de temps et surtout plus de complexité. Mais c'est un temps qu'on va avoir en moins du client. Là où le client va faire une ou deux requêtes, euh, côté de reste, on va avoir la complexité côté client. Là, on va avoir la complexité côté serveur. Donc quand le moteur est bien fait, ça se passe pas trop mal, même s'il faut quand même gérer quelques petites choses. Et après, ça se passe pas si mal. Alors, je vous ai mis quelques exemples aussi. Par exemple, une API REST, on peut facilement l'utiliser pour une API de météo. Alors, si on n'a pas envie si on n'a pas 36 000 données, on peut facilement le faire pour quelques jours, etc. La conversion de vie, il n'y a pas 36 données à gérer, heureusement, sauf si vous voulez gérer tout l'historique. Mais même là, le reste marchera très très bien. Envoyer des timelines, ça marche extrêmement bien en REST. On a besoin d'un peu du brut, un peu paginier à la rigueur, et c'est parti. Des gestions de tâches, alors ça c'est tous les projets basiques où il n'y a pas beaucoup de données, où il n'y a pas un gros besoin. On peut aller très loin et avoir besoin de GraphQL, mais tant que vous êtes sur une API qui est relativement simple, vous pouvez partir sur du reste les yeux fermés. Du CRUD standard, donc le CRUD, je répète, c'est le create, read, update, delete, créer, lire, mettre à jour et supprimer. Et comme je rajoute souvent, le patch qui est dans les mises à jour, qui est une mise à jour, en fait, quand on dit update, souvent on pense au put, donc qui vient écraser la donnée, ou à la limite, mais on pense rarement au patch qui vient faire des mises à jour partielles. Je le répète pourquoi? Parce que c'est extrêmement oublié et pourtant c'est une des meilleures features du reste. Et sinon, ça se passe très très bien dans les microservices. Pourquoi? Parce que dans les microservices, on veut donner un seul élément business à la fois. Le principe
GraphQL, c'est de rassembler plusieurs ressources, donc plusieurs éléments business, dans un seul appel. Donc, dans le microservice, on ne peut faire qu'un seul et unique service, enfin business. On veut gérer qu'une seule donnée métier, donc le reste s'applique super bien. Et côté GraphQL, donc je notais ouais, des réseaux sociaux, des marketplaces, tout ce qui va être compliqué, tout ce qui va être complexe, tout ce qui va avoir beaucoup d'éléments différents. Et bien sûr, on peut aussi typiquement avoir un dashboard avec plusieurs éléments. Bah là, on a plusieurs données métiers, donc on peut avoir besoin du GraphQL pour ça. Donc ça dépend vraiment de la complexité de votre programme. Alors, je vous ai dit que j'ai quand même noté un truc pour vous. On peut associer les deux. Alors, c'est quoi cette liste-là? Si je vous ai fait une petite liste, alors, je vais vous le dire maintenant, je n'ai pas encore utilisé deux d'entre eux. C'est des éléments qui sont assez géniaux. En fait, on va mettre GraphQL en tête, donc on va pouvoir appeler GraphQL. Mais derrière, GraphQL, le moteur qui sera derrière, va appeler plusieurs API REST, ou on peut aussi appeler, si on veut, des bases de données ou tout autre. Ce qui fait que vous pouvez avoir la puissance de REST à avoir toutes les données, tout ce que vous voulez en tout genre, et pouvoir requêter exactement la donnée que vous voulez avec du GraphQL. Et c'est transparent aussi pour des mutations, par exemple. Ça alourdit un petit peu parce que vous avez pas mal de mutations qui sont implémentées d'un seul coup, mais pour le coup, vous avez toutes les actions possibles en attaquant un GraphQL en entrée, et derrière, vous avez une mine d'or d'informations. Même Prisma pourrait potentiellement le gérer aussi. Donc Prisma, c'est un ORM tout simple, mais pour avoir testé, Azura marche très très bien, GraphQL Mesh marche super bien aussi. Si je vous mets AppSync côté AWS, c'est un peu compliqué à configurer, mais une fois que c'est configuré, c'est génial. Et à chaque mise à jour, la configuration est à refaire à chaque fois. Donc c'est un petit peu lourd, mais vraiment, une fois que ça marche, c'est génial. Et vous pouvez bien sûr connecter plein d'autres éléments comme ça. Donc vous pouvez avoir la puissance de l'un et la puissance de l'autre ensemble. Et j'ai une deuxième surprise pour vous parce que voilà, parce que j'ai dans la recherche, c'était cadeau. Je vais pas vous tout présenter, mais je vais vous montrer des concurrents parce on parle souvent de GraphQL et de REST, mais vous avez du gRPC, du JSON RPC, du SOAP, du WebSocket, du MQTT, du AMQP, du CoAP. Alors le CoAP, c'est peut-être le seul que j'ai pas utilisé de toute cette liste-là. Bon, il est très bien aussi, hein, pour le coup, c'est du TP, hein, mais c'est plus orienté pour de l'IoT pour le coup. Mais bon, là je vais déjà trop loin. Le SOAP, j'ai pas déjà dit? Ah si, le SOAP, je l'ai mis en deux fois, voilà. Le SOAP, je l'ai mis deux fois, dommage. Le XMPP et le Thrift. Donc c'est une techno Apache là, qui marche très très bien et qu'on utilise aussi pas mal côté AWS par exemple. Et avec ça, j'espère que ça va au moins vous élargir un petit peu les arguments et les possibilités. Et puis bah, je vous dire, à la prochaine. Salut!